Ok, ok. Salut tout le monde. Salut Olivier. Olivier, est-ce que tu m'entends bien? Toujours la première chose, savoir si au niveau du micro, si tout est nickel. Et ensuite, une fois que ça c'est bon, une fois que le micro check, après on peut passer à autre chose. Vous m'entendez bien? Salut Don, salut Paul. Ok, salut champion. Il y a un mec qui m'appelle carrément champion. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Salut à tout le monde. Ok, donc ce soir le live, comme on vous a promis, hein, on essaye toujours de faire des lives de qualité. Ce soir un live avec un très bon pote à moi, Sly, qui a fait une grosse partie, comme vous l'avez pu le voir, au commando. Chez les commandos, hein, il a commencé à Jaubert et puis après il était à Trépel et puis bon, il vous expliquera tout ça. Donc du coup, on a sélectionné quelques questions. La plupart des questions qui sont arrivées, on les a regardées. Et en fonction de ça, il va y répondre. Et puis voilà, on va essayer de garder un peu le timing d'une heure, c'est ce qu'on s'est donné, pour pas faire des trucs trop longs. Et puis c'est parti. Tac, je change juste un truc. Ok, cool. Salut. Je vois tout le monde. Ouais. Salut Don. Ok. Salut Monsieur Talbot Photographie. Voilà. Tac, tac. Alors, j'essaie de voir avec Sly. Hop. Il est en train de m'envoyer un message. Hop. Ok, salut tout le monde. Salut Lucas. Salut JC. Alors je connais pas tout le monde, hein. Je vous dis salut et voilà. Hop, alors attendez, j'essaie d'envoyer un message. Tac. À Sly. Je t'invite, Sly, si tu me vois. Hey! Oh! Ouh! Il est équipé avec sa petite chemise et Ah, tout. Ah, mon pote, c'est la soirée du samedi soir, la soirée du dimanche matin chez toi. on est dimanche matin aujourd'hui. Il Ça va, était Ted? là. Top, top, ça va. Ok, donc juste en petit préambule, donc il y a un petit décalage parce que Sly est à Nouméa, donc c'est pour ça que ce soir on le fait un peu plus tard parce que d'habitude on le fait à 21h. Là chez lui il est 6h du matin, donc il a réussi à se lever pour venir discuter un petit peu avec vous. Avec Sly, ben voilà, moi je partage un lien assez fort comme je vous l'ai expliqué puisque c'est un super copain et puis voilà, on a bien rigolé et on est dans le même état d'esprit. Donc, comme je disais, on a pris plusieurs petites questions. Salut Coco. Premièrement, là, je vais te laisser, ouais, forcément, il va y avoir pas mal aussi de collègues et je pense des copains à nous qui sont sur le live que tu vas reconnaître. Slide, je te laisse te présenter. Déjà, Yes. premièrement, te présenter. Voilà. Allez. Ted, merci bien. Bonjour à tous, bonjour la communauté. Alors, effectivement, Ted m'avait demandé de. C'est un bout de temps déjà qu'il me demande de témoigner Ouais. sur sur la communauté. Et c'est vrai que bah, parce que c'est toi et parce que tout le travail que tu fais avec ton équipe, je trouve ça vraiment formidable. Et j'accepte de partager certains points avec vous. Et en espérant que ça vous serve, vraiment. Et donc moi, c'est cela, j'ai 46 ans. Je me suis engagé à 20 ans, en fait, dans la marine. Et je suis fils de parachutiste, hein. Mon parcours, rapidement, ben, j'ai fait un an d'IUT chimie. Je me suis un peu perdu, ça me plaisait pas. Et finalement, j'ai jamais voulu faire l'armée, moi. Vraiment, jamais voulu faire l'armée parce que mon père a eu une très belle carrière chez les paras et j'ai pas voulu qu'on m'identifie à lui. Donc, je voulais faire autre chose, en fait, plus dans le sport. Et finalement, ben, je me suis dirigé vers un IUT, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Et vraiment, le hasard a fait que je me suis retrouvé face au recrutement. Euh,
Et je suis rentré j'ai postulé pour l'armée de terre. Et puis, en sortant de l'armée de terre, il y avait la marine en face. J'ai dit, pourquoi pas la marine? J'étais vraiment le hasard, quoi. J'ai vu la lumière. Donc, je suis rentré là-dedans et bon, avec plusieurs tests et tout. Et finalement, je me suis retrouvé en proposition, soit 3 ans dans les paras, soit 8 ans dans la marine nationale, chez les fusiliers marins. Bah, Ok. Mais j'étais tu vraiment savais pas ce qu'étaient les fusiliers marins ou tu savais déjà ce qu'étaient les fusiliers marins? Non, pas du tout, parce qu'en fait, quand je suis arrivé au centre de recrutement, ils m'ont dit, bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais écouter, moi, j'en ai plein la tête des formules, tout ça, donc je veux un truc avec du sport. Alors, ils m'ont dit, à cette époque-là, bah, il y a fusée marin, il y a pas mal de sports. Sinon, il y a commando marine, mais c'est trop dur. Je vois, bah, c'est bon, je fais fusée marin, c'est bon, ok. Je peux. La même. Donc, du coup, ça s'est fait comme ça, et bah, j'étais chez mes parents, j'en ai marre d'avoir pas vraiment d'avenir, je sais pas quoi faire, j'ai dit, allez, go, je prends 8 ans. Donc, et c'est là où je me retrouve en octobre 96 à Kerqueville, dans le froid. Quand j'ai ouvert la porte du bus, j'ai cru que j'étais dans un autre monde. Et ça a commencé ici, en fait. Voilà, donc 2 mois, et après, je suis arrivé à Lorient. Alors là, c'était aussi un grand moment. Je pensais vraiment que j'étais un grand sportif. Enfin, j'ai été, hein, je faisais du rugby, je faisais un peu de tout sport. J'étais quand même pas mal, hein. Et finalement, j'ai pris une grosse claque parce que grand sportif, oui, mais avec un mental de criquet malade, quoi. Donc, Un mental de criquet malade. Un moral de donc poulet, quoi, en fait. ah, mais vraiment, les premières marches, alors là-bas, les marches, hein, c'est courir, hein. Voilà, les marches à allure modérée, tu te rappelles ce qu'on faisait avant, hein, Ah, bien sûr, ouais. les premières courses en pantalon, en Rangers, enfin, vraiment faire de l'activité pas à l'aise du tout. Et là, ça m'a tapé un peu dans le moral, quoi. J'ai failli abandonner hein, dès la deuxième semaine. Et la rencontre d'une personne, d'un gradé, Angelo, hein, tu connais, hein, qui est ici d'ailleurs à Nouméa. Ouais. Euh, et, euh, et voilà, la honte de ne pas réussir. Je dis, il est hors de question que je revienne chez moi, chez mes parents, c'est bon, à 20 ans. Donc j'ai continué, j'ai tenu bon. Et finalement, mon parcours a fait que je suis parti d'assez bas. Hein. Je suis parti d'assez bas et ça fait que monter au final. Donc on verra ça après dans le déroulé, mais La ça fait suite, que ouais. monter. Aujourd'hui. Aujourd'hui, bah, voilà, j'ai arrêté en 2018. Aujourd'hui, j'ai ouvert un centre de bien-être avec mon épouse dans lequel nous aidons des personnes à retrouver un style de vie un peu plus sain, plus actif, alors via une alimentation équilibrée, via des compléments alimentaires de qualité, mais aussi des activités sportives adaptées. Voilà. En même temps, j'ai pris un autre petit travail, enfin, un gros travail en tant que responsable dans la D'accord. sûreté. Voilà, je gère une quarantaine d'agents. Et en même temps, je fais encore de la réserve parce que je suis parti pas du tout aigri et encore avec la flamme. Et j'aime cette idée de transmettre. Donc, je m'occupe de matelots ici Partage, ouais. à Nouméa, quoi. Ok. Cool. Parfait. Parfait, parfait. Donc oui, bah en fait, comme tu sais, hein, il y en a, beaucoup attendaient ce live parce que déjà forcément beaucoup, tu sais que malheureusement H435 a été énormément vu. Quand je dis malheureusement, parce que ben l'issue n'était pas forcément la meilleure. Donc tout le monde a vu le reportage et c'est vrai que c'était les images sont assez fortes et tout. Et c'est pour ça que on va revenir vers la fin, mais c'est quelque chose qui voilà qui intéresse aussi la plupart des personnes. Alors, dans les différentes questions que tu as retenues, moi, on va tranquillement discuter. Alors là, là, tu as parlé déjà de ton parcours un petit peu avant, et puis on va dire après avoir intégré les commandos marines, on va revenir vers la fin. Là, la première question, en fait, ce serait donc ce sont des questions que les gens ont posées, hein, c'est pas moi qui invente les questions. As-tu une anecdote de ton stage co et qu'est-ce qui a été le plus compliqué physiquement ou mentalement au stage? Yes. Alors, là, je vais parler de moi, hein, bien sûr. Durant les différents témoignages qu'il y a eu depuis dans la communauté, chacun voit les choses, ressent les choses différemment, c'est normal. Hein. Et moi, j'avoue que, comme je vous disais, je suis rentré vraiment, j'ai vu de la lumière, hein, et j'ai fait que progresser. Donc finalement, les 4 mois de fusil marin m'ont permis d'aller mieux mentalement. Hein, d'aller mieux mentalement, ça c'est une bonne chose. Donc arrivé au Sachco, finalement, c'est pas que j'étais prêt, mais il y a pas mal de choses qui sont passées. Et ça, c'est important, on en reviendra après, hein, d'où l'importance de votre communauté aussi, de tout ce que vous faites comme travail. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus le temps de tout ça aujourd'hui. Donc, C'est ça. finalement, au niveau mental, ça allait. Ça allait, mais le plus compliqué, ça a été, j'ai envie de dire,
ce premier stage co, ça a été le fait de manger sur le pouce assez rapidement, le fait de pas beaucoup dormir, ça c'est clair. Et ça, en fait, on est tous des hommes, hein, et prive-le de sommeil, prive-le de bien manger. Et là, tu commences à voir vraiment les qualités et les défauts de la personne. Donc ça a été vraiment assez compliqué quand même, hein, de très peu dormir et de manger voilà, à l'arrache et d'enchaîner les tests, d'enchaîner les parcours jour et nuit. Ça, c'est vraiment très, très compliqué. Quand on les fait un par un avec du repos, ouais, ouais, bien sûr, ça le fait, hein. Mais c'est ça, le fait d'enchaîner, de peu manger, de peu dormir, c'est ça qui est vraiment compliqué, vraiment. Et, euh, et anecdote, c'est vrai que ça a été, moi je retiens celui du, il y en a plusieurs, hein, surtout les premiers, hein. C'est clair. Et, c'est la période du coxage. J'avoue que ça, même moi c'est pareil, je suis vraiment arrivé, je dirais pas la fleur au fusil, mais j'ai vraiment eu de la lumière, je découvrais tout en fait, je connaissais rien. Et aujourd'hui on connaît beaucoup de choses, hein, sur où est-ce qu'on va aller et tout. Et là, moi je connaissais vraiment rien et je voulais je vivais le jour au jour en fait. Et au Sage Co, bah, c'était comme ça aussi. Et je me rappelle, on devait faire un contrôle de nœuds. Tu sais, on descendait en bas là. Ah ouais, dans le sous-sol. Et attraper, machin, cagouler, taper. Je fais, c'est quoi ça? Mais vraiment, le mec niait quoi. Je comprends pas Alors ce que, qui se passe, quoi. ouais, mais vraiment, j'étais loin de ça. On se retrouve sur les lots et là, ça durait quand même plus de 15 heures à genoux. Enfin, c'était quand même, je ne vais pas rentrer dans l'état du corsage parce que ça, il faut que ça reste quand même assez, un moment. Ouais, à un moment privé, et puis il y a assez d'émissions qui montent deux, trois picots de là-dessus, Voilà. donc Mais ce que j'ai retenu, c'est qu'à un moment donné, donc on a la cagoule et tout, puis ils nous mettent la tête en tout cas, à mon coxage, hein, la tête dans une grosse bassine d'eau, comme dans les films, là. Je dis, c'est pas possible, quoi. Et en fait, dans ma tête, je me suis toujours dit, mais ils vont pas me tuer. Je dis ça ouais. parce que j'entendais des collègues à J'ai tout côté dit qui, eux, ça. c'était la fin, ils allaient mourir. Et ils nous posaient des Ouais. questions, tête, machin, donc avec une petite couverture, on la prend. Les mecs, ils racontaient n'importe quoi. Moi, je disais rien, en fait. Je disais rien, je dis, c'est pas possible. Et là, la tête dans l'eau, je dis, mais non, on va pas mourir, c'est pas possible. Et oui, oui, on va pas mourir, hein, ils sont, les instructeurs savent ce qu'ils font. Et du coup, ben, on ramasse plein sa bouche, mais à un moment donné, ils en ont marre de taper, de voir que le mec il réagit pas, donc ils m'ont laissé de côté. Et j'écoutais mes potes à côté, ils racontaient n'importe quoi, mais ils avaient vu trop de films, je crois. Et les mecs, ils ramassaient, plus raconter n'importe quoi, plus ils ramassaient. Donc, ça, c'est un souvenir qui m'est resté parce que dans ma tête, je me suis dit, mais et c'est vrai qu'avec la fatigue, avec tout ça, on peut croire qu'on va mourir, qu'on est vraiment. Mais non, faut prendre du recul. Et moi, je me suis jamais dit, enfin, je me suis toujours dit, ils vont pas nous tuer. Donc, allez, tape, vas-y, fais-moi. Dans tous les cas, à un moment donné, ça va s'arrêter, quoi. Bon, ça a été long quand même, hein. Donc, c'était une anecdote, voilà, qui m'est Ouais. restée. Mais en fait, comme tu dis, c'est toujours dans le stage co, en fait, on sait qu'ils vont pas nous tuer, mais en fait, comme tu dis, c'est l'accumulation de tous ces petits trucs extérieurs qu'à un moment tu ne sais plus en fait, parce que tu es tellement fatigué. Donc quand tu es fatigué, bah t'as vu, tout est amplifié. On a faim, on a froid, on a des trucs. Donc tu te dis, mais attends, hein. Puis le mec il va de plus en plus loin quand il fait un petit coup, quand il va te noyer, etc. Donc à un moment tu te dis, putain, mais tu sais plus en fait, mais c'est normal. Ouais, avec la fatigue, et puis, mais c'est vrai que tu as raison, t'en as certains, et puis entre ceux qui racontent n'importe quoi, entre ceux qui ramassent plus que d'autres, parce qu'il y en a toujours un qui, je sais pas pourquoi, il va ramasser beaucoup plus. Donc, c'est exactement ça. Mais oui, des anecdotes au stage co, il y en a, avec le retour et tout, t'en as quand même un paquet. Chaque semaine, il y a une anecdote. Ah, bien, on prépare une demi-heure, mais bon, on a C'est un clair. timing. Ok. Autre question. Que fait-on chez les commandos marines avant l'ESNO et le CTLO? Parce que maintenant, il y a l'ESNO et le CTLO depuis quelques années. Avant, ben, quand on y était, nous, il n'y avait pas ça. Je te rappelle, en 98, 97, 96, c'était pas comme ça. Après, les commandos ont évolué. Il y a eu les groupes ESNO qui sont arrivés, plus les groupes CTLO. Ben, qu'est-ce qu'on fait quand on est commando avant de faire ces groupes SP? Alors, déjà, Esno et Cetelo, ce sont des groupes spécialisés, hein, pour ceux qui savent pas trop. Euh, on a une carrière de commando marine, j'ai envie de dire organique. On fait partie quand même des forces spéciales. Et on évolue là, dans ce milieu. Ce qui est bien dans notre spécialité, c'est que c'est l'évolution, enfin le passage en grade, et c'est parallèle. Donc on peut très bien évoluer dans un groupe organique, on va dire, commando marine,
en passant nos échelons, BE, brevet élémentaire, chef d'équipe, brevet supérieur, chef de groupe, et avoir une très belle carrière. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on fait avant? Ben, on est commando marine à la base. Enfin, à la base, on est fusilier marin, bien sûr, en spécialité. Après, on prend, pour ceux qui ont la chance de réussir, parce qu'il y a aussi une partie de chance, commando marine. Et on évolue dans le milieu, hein, dans les groupes assaut, dans les groupes reconnaissance, Palmer, etc. Groupe appui. Et si on veut à un moment donné, c'est personnel en fait. On choisit un groupe spécialisé. Donc il y a nageurs de combat, il y a CTLO. CTLO sont aussi des nageurs de combat. Il y a l'ESNO. Moi, pour ma part, j'avoue que bah, j'avais envie de voir autre chose. J'avais envie de me spécialiser plus dans le contre-terrorisme libération d'otages. Et c'est vrai qu'à l'époque, on voyait nos anciens là, qui JCMC. ils nous faisaient rêver quoi, avec leur voiture, enfin, leur look et tout. C'était trop fun quoi. C'était vraiment l'image encore plus du con marine. Le mec avec des mèches comme ça, mais bah, des mecs voilà, qui en jetaient quoi. Et ça donnait envie quoi, de les voir quand on les voyait. Et puis on voyait leur style de vie, putain, qu'ils étaient toujours calibrés, ils allaient tirer, enfin, c'est vraiment cool quoi. Donc ça c'est l'aspect extérieur, mais dedans il y a du travail, hein. C'est comme le canard qui est peinard, mais en fait dessous il pédale comme un débile quoi. Mais, Ouais, euh, bien sûr. mais du coup, donc après on peut choisir effectivement un groupe spécialisé ou pas. Donc moi j'ai choisi un groupe spécialisé, le CTLO. Choisir c'est une chose, après il y a les tests à faire. Donc c'est vrai que pour atteindre, enfin pour postuler, il faut avoir au moins 6-8 ans de marine, au moins être chef d'équipe, hein. Et ben, on choisit de faire ou pas les groupes spécialisés. Mais donc, pour répondre à la question, avant, ben, on peut très bien continuer à évoluer dans un commando organique et avoir une très belle carrière. Ou on peut très bien aussi arrêter et revenir en fusil marin, etc. D'accord. Donc, toi, tu étais dans. Alors, moi, je sais, hein, les questions, je les pose, mais tu as commencé dans quel commando en tant qu'opérateur, hein, tu t'es parti où en tant que chef d'équipe? Alors moi, j'ai commencé à Jobert. Après mon stage co, ben, je me suis retrouvé, ça c'était sympa aussi, direct à Jobert et direct à Djibouti. Ouais, On sait tous super. que à Djibouti, c'est une belle, ouais, c'est pas mal. Bonne mise en condition. Ah, c'est un bon test. Mise en condition. C'était un bon test à l'époque. Ouais. Ouais. Et après, bah, je suis allé au BAT et chef d'équipe et je suis allé à Trépel. Voilà, Trépel et D'accord. c'est là où j'ai évolué et c'est là où j'ai pu voir le CTLO. Alors pareil, j'avais pas d'ambition plus que ça. Encore une fois, moi, toute ma carrière, moi, une carrière assez atypique, hein. J'ai jamais vu plus loin. En fait, j'ai fait au jour le jour, quoi. Donc, La c'est sensation. pas. Et je voulais même, pour vous dire, je voulais même pas faire CTLO parce que j'avais un mec qui était avec moi en chef d'équipe, je dirais pas son nom, que j'aimais pas et qui avait été pris au CTLO. Et là, j'avais dit, mais c'est pas possible, en fait. Je crois qu'il y avait des super mecs et tout. Et là, c'était un mec que j'aimais pas vraiment. Et c'est mon chef d'escouade à l'époque, qui était au CMC avant, Sylvain, qui m'a dit, Slide, tu as les compétences, fais, pose les tests. Et puis, il a réussi à me convaincre. J'ai posé les tests. Finalement, je suis arrivé premier des tests. Alors, je me la pète un peu, hein. Premier des tests. C'est bien, attends, je me Et, souviens. euh, et franchement, ouais, super. Encore une fois, une personne qui a fait. C'est pour ça, on est tout le long de notre vie, hein, aussi bien militaire que. Toujours des rencontres. Hein. Il y a des rencontres qui vont vous marquer plus que d'autres. Il y a des moments qui vont faire que, bah, tiens, ouais. Et ça, c'était top, vraiment. Donc, c'est vrai que bah, petit à petit, j'ai choisi ça, quoi. Ok. Donc, après Trépel, et après Trépel, alors quand j'ai réussi les tests Trépel, le CTLO était encore à Jobert, les deux CTLO. Et un an après, donc je suis venu à Jobert, un an après, ils ont divisé, ils ont mis un CTLO à Jobert et à Trépel. Donc, D'accord. Et donc, ça fait donc toi, tu es parti, justement, j'enchaîne sur d'autres questions. Au bout de combien de temps à Trépel, après, tu es parti au voilà. Donc, CTLO? yes, donc j'ai fait après 6 ans. Donc, j'ai fait 2 ans d'opérateur agroalimentaire, 4 ans de chef d'équipe. Et c'est là où j'ai posé les tests et je les ai réussis. Et j'ai pu aller, donc après 6 ans dans les commandes marines organiques, on va dire, j'ai intégré Ok. Cool. Une autre question, on a une petite question pour savoir si tu avais fait des missions en civil. Est-ce que les commandos marines font des missions en civil ou est-ce que toi tu en as fait justement plus toi, parce que les commandos marines, après, on peut répondre pour ça, mais est-ce que toi tu en as ouais, fait tout à fait. Alors, je vois des super messages, hein. C'est toi qui m'as donné envie d'être commando marine. Ça me fait vraiment Ouais, plaisir. c'est moi qui viens de le taper celui-là.
Hein? En fait, j'ai pris un autre sujet, je change de pseudo et je t'envoie des messages. Non, c'est vraiment cool. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. De l'impact qu'on peut avoir. On s'en rend compte, c'est bien. Et ouais, c'est clair. Donc oui, les missions en civil, oui, ça dépend des spécialités. En fait, plus ceux qui sont dans le renseignement, notamment l'ESNO, mais même Laurence tout court, hein, sont plus amenés à faire des missions en civil. Euh, Maintenant, moi, perso, j'en ai fait, mais c'était vraiment pas dans un cadre. C'était aux Seychelles, en fait. Hein. Aux Seychelles, à un moment donné, il y avait 13 tonniers français il y avait des équipes embarquées. Et moi, j'étais pas embarqué. Hein. Moi, j'étais à terre. J'étais à terre et je m'occupais on était une petite cellule de mise en œuvre. Enfin, ouais. Et on accueillait les gens et moi, j'étais armurier. Voilà. Et dès qu'ils arrivaient, je récupérais leurs armes, je les rangeais. Et puis, voilà. Donc, ça a duré 4 mois. C'était en civil, en short claquette. Euh, hyper bien. Donc, il y a aussi des missions sympas aussi. J'ai eu aussi, oui, au début, enfin, au début, c'était plus des petites missions comme ça de renseignement pour pouvoir se renseigner sur justement et, en cas d'éventuelle évacuation de ressortissants dans certains pays, hein, ben, on se met en civil, les touristes, et voilà, on va vérifier les plages où est-ce qu'on peut éventuellement amener des ressortissants pour les évacuer. Donc ça, ouais, c'est parfois des missions civiles. J'ai eu l'occasion d'en faire quelques-unes, ouais, mais c'est pas tant que ça finalement. Ok, cool. Euh, une question concernant l'équipement. Quand tu arrives au CPLO, est-ce qu'on t'attribue directement ton équipement ou tu peux choisir ce que tu as envie de prendre au niveau des armes, au niveau de ta dotation? Comment ça se passe? Alors ouais, alors ça c'est pareil, c'est selon les missions. Hein, bah, dans tous les cas, on a un tronc commun, hein, c'est-à-dire qu'on a forcément le pare-balles, on a une arme en dotation, et après, selon la mission, bah, il peut y avoir durant la mission, durant l'opération, même l'opération, quand on part en mission, on a généralement une salade d'armes, hein, ou plusieurs armes, et encore plus en groupe spécialisé, hein, où on a vraiment plus d'armes. Ça c'est pas mal aussi dans nos petites valises, là, les péliquets, ça fait pas mal. Et là, on choisit selon l'opération, ben, effectivement, il peut y avoir une opération où il y aura la démolition. Donc, on a tous une base dans la démo, en frappe chirurgicale. Ça peut être aussi, ben, si on a des TE avec nous, tireurs d'élite avec nous, ben, ils ont une arme particulière. Selon l'habitation qu'on va retrouver, eh ben, on va choisir une certaine arme qui aura un pouvoir de pénétration, perforation qui sera différente selon les murs. Donc, oui, on a quand même un tronc commun. Et après, selon l'opération, et on a des spécialistes dans l'équipe qui vont avoir des armes un peu différentes, quoi, selon ce qui est demandé. Mais on peut Ok, choisir, effectivement. Après, c'est libre au chef de groupe de bien analyser la situation avec les équipements aussi et de préparer sa mission au mieux, quoi. d'accord, tu te prépares et tu t'équipes en fonction de la mission. Yes. Ok, cool, cool, cool. Alors, il y a une question la prochaine question qui est bien et que j'aime bien. À force de vivre, donc quand je dis à force de vivre des situations stressantes répétées, est-ce que tu deviens moins sensible au stress dans la vie quotidienne? Moi, je trouve que cette question, elle est intéressante parce que je sais plus ou moins la plupart des missions où tu étais leader sur pas mal de choses. Ce qui fait qu'au niveau même de l'expérience professionnelle, au niveau des commandos, quand tu étais encore en place, bah, tu faisais partie de ceux qui avaient une grosse, on va dire une très grosse expérience opérationnelle. C'est pour ça qu'après, tu as fait il y a eu d'autres choses après HK35, etc., qui étaient vraiment bien. Et justement, toi, à force quand je dis stressante, ben tu sais bien, hein, les sauts en parachute de nuit, etc., etc., même si à un moment, c'est de la routine, ça reste toujours quelque part stressant, parce que tout le temps, hein, c'est pas naturel de jeter d'un avion de nuit à 4000 mètres ou un peu plus. Bien. Est-ce que toi, tu es devenu moins sensible au stress maintenant dans ta vie quotidienne? Est-ce que ça t'a servi ou, euh, voilà, comment tu as fait en fait? Comment tu fais? Oui, alors, encore une fois, c'est personnel, hein. Ça dépend des personnes, évidemment. Et moi, si on parle de mon cas, oui, j'aurais tendance à dire oui, effectivement. Moi, mon adage, c'est vraiment tant qu'il n'y a pas mort d'homme. C'est vraiment ça, quoi. Donc, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, parce qu'il n'y a rien de pire que ça, hein, la mort. Donc, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, il y a une solution. Mais au même titre qu'un pompier qui rencontre des cas assez difficiles lors de ses interventions,
c'est sûr que quand il va intervenir, il y a une foulure à la cheville, il va pas paniquer, quoi. Ou alors il y a un peu de sang qui coule à force. Donc, je veux dire, quel que soit le métier et ce qu'on peut rencontrer d'assez dur, ça nous forge, hein. On parle de baptême du feu, oui, exactement ça. Donc, c'est vrai que pour mon cas, oui, je relativise beaucoup plus. C'est du travail, hein. Ça vient pas non plus comme ça, hein. Et ouais, effectivement, j'apprends mieux les choses. Je vais pas paniquer, voilà. Et c'est vrai que dans notre milieu, on a même tendance, quand on est dans des moments difficiles, à rigoler entre nous. Rigoler, c'est une façon de montrer qu'on reste cool quand même, qu'on reste concentré, hein. Ouais, Et bien c'est vrai sûr. que ça, répéter fait que dans la vie de tous les jours, ouais, on prend plus de recul. Mais au même titre aussi que quelqu'un qui fait des arts martiaux, quand il va, et si lui, quand fait pas, tu vas en ville, tu te fais bousculer, tu te fais frapper par un mec. Si pas d'arts martiaux, tu peux être un peu paniqué et partir dans tous les sens. Et si tu fais de l'art martial, mais tu vas pouvoir appréhender, anticiper et dire, OK, jusqu'un coup, c'est bon. Voilà, tu vois, c'est ça. Ouais, Et, ok. ça, c'est vrai que ça peut s'entendre. C'est vrai que je prends dans notre cas particulier, au CTLO par exemple, euh, enfin à l'époque, hein, maintenant toujours, hein, mais on s'autorise certaines choses qu'on ne faisait pas en groupe organique, d'accord, par rapport au fait que les gens qu'on avait, c'est des gens qui avaient déjà 8 10 ans de marine, qui avaient déjà passé plusieurs filtres, hein. Les filtres, c'est les sélections. Donc forcément, tu vas pouvoir te permettre de pouvoir effectuer par exemple, un tir à côté, avec une personne qui progresse à côté de toi, qui tire à côté, tu as le bruit, la sensation du tir juste à côté, ce qui fait que ça enlève l'appréhension quand tu te retrouves au combat. Bah, il y a des choses que tu vas finalement que tu as travaillé avant et qui fait que tu vas t'auras moins de cette appréhension et tu vas pouvoir te concentrer sur autre chose en fait, hein. Donc ça se prépare tout ça, c'est dans l'entraînement, hein. Ok. Donc sensible. Euh, Mais je reviens sur ça, c'est vrai que c'est un travail à faire aussi sur soi parce qu'il ne faut pas non plus être dénué de sensibilité. J'avoue que moi, mon problème, enfin mon problème, c'est pas vraiment un problème, mais je manque d'empathie. Et ça, faut le travailler aussi. Il faut pas non plus être insensible. Que, après, quand tout s'arrête, en vivant dans un monde extraordinaire, on fait des choses extraordinaires, c'est le cas, hein. Quand on revient dans la vie normale, la vie est un peu fade, donc parenthèse, hein, et du coup, bah, il faut avoir l'intelligence de se dire, attends, là, je suis plus là où j'étais avant, donc redeviens un peu plus sensible, voilà, ce genre de choses, quoi. mais t'as raison, parce qu'en fait, je pense que ce manque d'empathie, parce que moi, je sais pas, j'ai aussi un peu un manque d'empathie, mais je pense que c'est un manque d'empathie qui fait que la plupart des gens qui ont le cursus, et quand tu passes par là, c'est pas qu'on l'a inculqué, mais avec tout ce que tu fais quand tu arrives au commando, ton stage co, etc., fait que ce manque d'empathie, comme le stage co, bah, était dur. Après, quand tu vois un mec qui se plaint ou un mec pour X raison, en fait, quelque part, tu te dis, mais bon, le mec il vient me voir parce que j'en sais rien, et du coup, bah ouais, tu manques d'empathie, mais c'est pas que c'est volontaire, mais c'est une priorisation, je pense. Ça veut dire que ça, oui, ok, mais c'est pas grave, donc en fait, on s'en branle. Oui, bah t'es fait larguer, etc. Ouais, bah je suis triste, mais en fait, je suis triste, je te le dis, mais je m'en branle, en fait, j'y pense pas. Mais ouais, c'est exactement ça. Et ça nous touche parce que moi, maintenant, j'ai mes enfants qui sont plus grands. J'ai ma fille, en parlant de larguer, qui s'est fait larguer il n'y a pas longtemps. J'ai dû chercher loin Ouais, dans le fond de moi pour pas dire, mais on s'en fout, il y en aura d'autres. Pour essayer de l'écouter, la comprendre. Bon. c'est clair. Et moi, j'ai une question, elle est pas marquée Ouais. elle est pas marquée dans les questions qui étaient retenues. Comment est-ce que tu fais comment est-ce que tu as fait pour garder ta fierté quand tu as voulu monter un petit trottoir comme ça et que tu es tombé avec ton vélo après avoir fait beaucoup de choses extraordinaires et que tu as ripé et que tu es tombé avec ce guidon qui t'est venu dans les côtes et que et comment est-ce que tu as fait pour vivre ce moment-là à plat ventre comme ça en plein, c'est pas en centre-ville, mais c'est pas évident hein, de dire tout ce que tu fais, de te retrouver comme ça, juste en ripant avec un pauvre vélo et tomber comme un pauvre type. Je me suis dit que j'allais t'en parler, on en a parlé, tu te rappelles pas, ça m'a fait trop rire. Ah ouais. Ben, Comme quoi. tu te dis, mais vraiment, ouais, c'est vrai que, bah, en fait, il faut relativiser et surtout pas se prendre au sérieux, je pense, à un moment donné. Et parce que plus tu te prends au sérieux, plus tu fais le malin, la moindre erreur, ben, c'est compliqué après. Quand tu tombes, effectivement, c'est compliqué de se relever parce que
Donc, il ne faut pas se prendre vraiment plus que ça au sérieux. Être sérieux, certes, mais être vraiment cool, quoi. Et comprendre que l'erreur est humaine. Le but, c'est pas de la reproduire, hein, c'est d'apprendre de ses erreurs pour être mieux, pour être meilleur, meilleur que soi. C'est ça, les trucs. Après, moi, c'est ma façon de penser, hein. Si Ouais. je veux être meilleur, c'est meilleur que moi, pas meilleur que d'autres. Je suis pas en compétition, en fait, si ce n'est qu'avec moi-même, vraiment. Ouais. Donc, voilà. Et tu sais que cet exemple, je le ressors de temps en temps quand je discute avec des trucs. Je dis, putain, j'ai un super pote, il a fait des trucs de fou, etc., etc. Il est tombé et quand il est arrivé le matin, il m'a dit, mais mon Dieu, pas comme ça. Il est en train de le souffle coupé. Tu t'es pété un doigt en plus, non? Sinon, tu t'étais Et pas pété un doigt ou il y avait un d'accord, truc. c'est venu. Ouais, ben, tu vois le doigt, tu vois? C'est Ah, c'est venu, ça, putain. c'est venu, mais vraiment. En Voilà, je crois que c'est trop sûr de moi. Ne jamais être trop sûr de soi aussi. Enfin, en tout cas pour moi. Et Ouais. j'ai toujours douté de moi, et je doute encore de moi, et c'est très bien. Comme ça, moi, t'es pas surpris. Et là, j'étais sûr de moi, j'étais à mon vélo, et je sais pas ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu sauter sur le trottoir, mais faire le mec, tu sais, le biker, alors que j'ai Tranquille, ouais, c'est ça. jamais fait ça, mais je sais pas, j'étais à l'aise. Et là, j'ai freiné avec le frein avant, j'ai fait un soleil, j'ai pris le guidon en plein, Ah, les mentales. non, et j'étais KO par terre. Et c'est un mec qui est arrivé, mais j'étais le souffle coupé, j'arrive plus à avancer. Et un mec qui ressemblait à rien, tout sympa, machin, ça va et tout. Et puis il m'a pris, il m'a relevé. S'il avait pas été là, bon, je serais pas mort, bien sûr que non, mais j'étais vraiment. Ouais, je me rappelle, mais ça, Et vraiment, je rigole encore parce que tu vois, je vois encore quand tu m'as dit putain, peut-être ça m'est arrivé, mais je me suis dit non, pas comme ça, je peux pas, c'est pas possible, pas comme ça, s'il vous plaît. c'est clair. Bref, ouais, mais t'as raison, et c'est ce qui, je trouve que c'est un des caractères, et je le dis tout le temps, c'est de jamais se prendre au sérieux, d'être toujours, voilà, il y a cette fameuse, je le dis souvent, là, tu sais, Mathieu, bah, un de mes meilleurs potes, un Dol, disait toujours, en fait, la nonchalance professionnelle qu'on a, on l'a toujours eu, et c'est ce qui fait, c'est-à-dire que dans ces profils-là, les gens sont bons, sont se prendre au sérieux, et comme tu l'as dit, il n'y a pas de compétition, c'est toi contre toi-même, mais par contre, bah oui, faut pas être trop à l'aise, surtout dans des choses que tu maîtrises pas. Tu vas pas dire, bah, je maîtrise ça. Si tu maîtrises pas, faut pas avoir peur. Dis, bah non, écoute, je maîtrise pas et voilà. Et au contraire, apprends-moi et c'est bien, faut être ouvert sur différentes choses. C'est cool. Ensuite, prochaine question. Comment préserver au mieux son intégrité physique suite aux contraintes? Ça, c'est une bonne question aussi. Ouais. Alors, moi, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de s'entraîner de façon cohérente. Ça, c'est une chose, hein, et de se reposer dès que l'on peut. Souvent, on nous dit, hein, quand on était dans les commandos, putain, ils font que dormir. Mais en Ouais, fait, c'est vrai. on ne sait pas ce qui peut se passer après. Donc, dès que tu peux dormir, tu dors. Et ça, on t'en a appris au Sachko. Tu vois? On t'en a appris au Sachko. Et du coup, pour le coup, tu le reproduis vraiment en mission. En mission, il y Après, a. nous qui sommes des îles, on est un peu plus avantageux sur ça. Nous, dès que ça livre un petit peu, c'est facile pour nous. Quand tu es des îles, ouais, c'est clair. Ça, je prends, je check. Ok, ça, c'est pas mal, ça me plaît bien. Mais effectivement, préserver au mieux son intégrité physique, c'est quoi? C'est s'entraîner de façon cohérente et c'est vraiment de se reposer dès que l'on peut. C'est aussi améliorer son hygiène alimentaire, ça on le sait très bien. J'ai mis 20 ans à le comprendre, mais bon, je crois que ça existe toujours. Mais avant, on se mettait des cacahuètes et le lendemain, on allait courir 20 bornes en plein cagnard. Ouais, c'est vrai. C'est pas du tout notre corps, quoi. Et bon, il y en a qui le font encore, hein. Et on en connaît certains qui continuent à le faire. Ils ont franchement. Ouais, c'est vrai. ils- Je ils- sais pas comment ils font, mais ouais. Mais Un voilà, rythme de vie, c'est une hygiène de vie qu'ils ont. ouais, C'est complètement. particulièrement Et de vie. en fait, moi, j'ai toujours comparé la vie de force spéciale, hein, à quelqu'un un sportif de haut niveau, en fait. On nous demande beaucoup, on s'entraîne beaucoup, et on doit tout le temps être au top. Et on est tout le temps avec pied, d'ailleurs. La moindre erreur, c'est exponentiel, les retombées. Donc, on a beaucoup de pression par rapport à ça, psychologique et physique. Donc, c'est vrai que pour préserver tout ça, ben, l'entraînement cohérent et les meilleures hygiènes, tout ça, ça serait pas mal. Bon, les jeunes aujourd'hui sont plus attachés à ça, hein. Après, il faut vivre avec ces générations. Hein, nos anciens, ouais, non, à l'époque. Mais je pense qu'il faut vivre avec ces générations. Oui, à l'époque, oui, maintenant, à une autre époque, il faut comprendre les plus jeunes. Et ça, c'est important de souligner parce qu'il faut avancer. Donc, et c'est vrai que voilà, ça va être surtout ça. Et s'entraîner de façon cohérente parce qu'on a tellement fait de choses aussi. De l'entraînement, toujours plus, toujours plus, toujours plus, chose de moins. Bon, Ouais. oui, à un moment donné, il y a des étapes, mais il y a le Sachko en lui-même
comme je dis souvent aux gens, des fois je fais quelques conférences ici, euh, oui, le stage co en lui-même, les stages co sont durs, sont physiques et tout ce qu'on veut, mais après, finalement, quand on arrive au commando, on, on devient un peu plus précieux. Il fait froid, on a ce qu'il faut pour se couvrir. Voilà. Donc, c'est vraiment les étapes, c'est les stages co le plus dur. Après, une fois qu'on est qu'on est dans les commandos, on a tout ce qu'il faut on a du matériel, on a tout ce qu'il faut pour être pour aller plus loin, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que Ouais. il faut quand même écouter son corps et ça, c'est important. Après, c'est vrai que, tu sais, quand tu parles, je sais pas si tu te rappelles, les anciens, à chaque fois, quand on voyait les anciens, ils disaient, bah, voilà, allez voir le dos, moi j'ai mal au dos, moi j'ai mal au genou, etc. Mais quand on a 20 ans, tu sais, on sent pas tout ça. Et maintenant, bah, je suis pas vieux, mais je le ressens. C'est-à-dire que tous les petits, tu vois, j'ai souvent mal au lombaire, j'ai souvent des petits trucs que je ne connaissais pas et que je n'ai jamais eu. C'est-à-dire que comme toi, le stage co, j'ai eu aucun souci physique pendant la période du stage co, même après. Et depuis, en fait, j'ai l'impression que tout s'est arrêté au niveau du rythme, etc., etc. Bah, tu as tous les petits trucs en fait qui ressortent avec l'âge aussi, donc et qui ressortent. C'est-à-dire que bah, tu vas te lever le matin, tu as mal au genou. Alors, t'as jamais eu mal au genou, tu as fait des trucs de malade au stage co. Mm. Pendant tes 2 stages co, tu as fait des trucs de fou, jamais mal au genou, etc. etc. Mais oui, ça, je pense on paye forcément un petit peu les abus de certaines choses. C'est-à-dire que quand tu te retrouvais à deux fatigué à porter un moteur sur toute une plage ou marée basse, et la plage faisait je sais pas combien Mm. de mètres de long, et tu le portes dans une position où tu sens que ça tire, mais ça fait mal, mais tu es obligé de le porter. Donc, tout ça, le corps, à un moment, il ressent, et forcément, bah, là, Et, je fais que. ouais, et surtout qu'aujourd'hui, eh ben, enfin aujourd'hui, depuis, j'ai envie de dire, depuis 2001-2002, les pare-balles sont arrivées pour tout le monde. À l'époque, il n'y avait pas des pare-balles pour tout le monde à l'époque, donc on faisait encore des opérations pare-balles. Aujourd'hui, ça fait partie du combattant, quoi, hein. Alors, aussi bien force spéciale que Ouais. force professionnelle, hein. Donc là, on est vraiment, le pare-balles est tout le temps là, donc les contraintes elles sont un peu plus compliquées aujourd'hui, quoi. On a plus de poids, les gens ont Bien plus sûr. de poids et plus souvent, quoi. Mm. Bien sûr. Mais j'avais fait une petite parenthèse, j'étais parti à l'hôpital de Bordeaux, on m'avait demandé justement avec les formations, quand je faisais les formations sportives là, pour les différentes unités. Et ils avaient un souci quand ils sont sortis, tu sais, le système félin pour l'armée de terre. Et en fait, Ouais. ils étaient en train de dire qu'avec le système félin, à l'époque, hein, pour les militaires, bah, il y avait un problème parce qu'en fait, tout le monde n'était pas capable de porter ce système. Et par contre, c'est un système qui va arriver pour quand même la plupart des personnes. Donc, il dit comment est-ce qu'on va faire si quelqu'un n'a pas déjà on va dire la partie musculaire, la partie physiologique pour porter ce système félin, bah, ça va déjà lui mettre un premier, on va dire, handicap, une première contrainte. Et le système, c'est parce que je crois je sais plus comment, je vais pas dire de bêtises, combien est porté, mais ils avaient vraiment un souci sur cette répartition de poids et qui est-ce qui allait pouvoir l'utiliser et comment ils allaient faire pour que le soldat devienne quelque part bah, plus résistant, mais d'un seul coup en fait. On va vous me donner un truc, ça fait 70 kilos, tout le monde va le porter. En fait, c'était pas possible, ça s'est pas fait comme ça, je crois qu'il y a eu des étapes, mais c'est exactement ça ce que tu disais. Ok. Ok. Est-ce que tu as utilisé ou est-ce que tu utilises toi, des techniques, alors peut-être plus maintenant encore, je sais pas, mais des choses que tu as utilisées mentalement en fait, un petit peu sur la partie mentale, des petites clés, tout ça. Avant de répondre à cette question, il y a pas mal de questions qui sont sur le mur. On fait comment? On y répond après ou ça sera en... Ouais, alors si tu les vois, parce que je les vois, moi ça passe super vite. Si tu les Ouais. vois, note quelques-unes et puis après ouais, à la fin, quand on a terminé, on Ok. peut y répondre, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, alors les techniques, choses que tu as utilisées mentalement. Alors au début, alors on parle de Sagecom, et pareil en mission, en opération. Au début, c'est vraiment l'esprit de groupe. La cohésion, la camaraderie, ça m'a beaucoup aidé, hein. Je parle pour moi, mais je pense que c'est assez général. Ça m'a beaucoup aidé. Moi, je faisais entre autres du rugby juste avant de rentrer dans la marine. Et cet esprit de corps, se mettre dans la boue pour ressortir l'autre, j'ai bien aimé, ça m'a toujours plu dans le rugby. Et je le retrouve vraiment dans, dans l'armée, parce que c'est pas que les forces spéciales, hein, c'est l'armée en général. Et en mission, c'est pareil, voilà, c'est vraiment cet esprit, cette cohésion, cet esprit d'équipe qui fait qui nous aide, enfin, qui m'a aidé mentalement. T'es jamais seul. T'as la meute, t'es là, quoi. Et ça aide beaucoup. Dans un premier temps. Et après, vient se rajouter, je dis pas que ça se remplace, ben, la famille, forcément. Vient se rajouter la famille, à des moments difficiles, ben, on pense à la famille, on pense à son épouse, à son mari, on pense à ses enfants. Donc ça peut être une force aussi, mais ça peut être aussi une faiblesse. Moi, j'avoue que personnellement, lors de certaines opérations, certaines missions, je me forçais, on pouvait appeler nos proches, hein, et bon, c'est vrai que ça a bien évolué parce que rappelle-toi, à Djibouti, il fallait aller Ouais, tu voulais, mais tu pouvais pas en fait. à la Arta, attendais 3 heures avec une carte, tu avais 2 unités et puis c'était fini, quoi.
Tu Donc ça, avais une file d'attente ah, de fou à la cabine, et puis si tu étais laisse, EBE, en fait, bah, tu n'étais pas prioritaire. Donc, en fait, laisse c'est très tomber. Donc. compliqué. Et ça, c'est important parce que ça fait partie de l'évolution. Aujourd'hui, tout le monde est connecté, donc ça aide dans le départ en mission. Hein, c'est important parce que souvent les gens ont peur, oui, mais après ma famille, ouais, mais le risque. Mais aujourd'hui, avec tous les éléments de communication qu'on a, ça facilite les missions, les départs en mission et la séparation. Et donc, comme je dis, ça, c'est une force, mais c'est aussi une faiblesse. Et j'avoue que dans certaines missions, je me forçais à ne pas avoir ma famille toutes les semaines. Parce qu'il fallait que je reste concentré sur la mission, sur l'opération. Et entendre mes enfants, ça aurait été une faiblesse pour moi. Je parle personnellement. Et j'avoue que appeler toutes les semaines ma femme, mes enfants, moi, personnellement, je le faisais pas parce que ça me déconcentrait et le temps de me remettre dedans, bah, c'était pas bon. Donc, c'était une fois tous les 15 jours, 3 semaines, ça dépend. Bon, maintenant, j'avoue que j'ai donné l'habitude à mon épouse et mes enfants. Et aujourd'hui, je travaille dans le Nord. C'est clair, pendant une semaine, ils ne m'appellent pas. Eux, ils sont bien. Ils ont pris l'habitude. C'est pas plus inquiet que ça. Bon, bah, c'est comme ça. Hein, mais voilà, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je pense que c'est un peu tout le monde pareil. L'esprit de corps, l'esprit de cohésion, et il vient se rajouter la famille. Et on en parlera par la suite aussi. Ouais, c'est pour ça qu'on dit souvent, euh, en fait, on ne se rend pas compte, mais les familles jouent un rôle important, en fait. Justement, ce qui fait partie de ton équilibre aussi, c'est que toi, quand tu es en mission, quand on part en mission, même si ça se passe pas bien en France, quand toi, tu es à l'étranger, bah, la famille va gérer de leur côté pour justement pas te donner, pas t'envoyer toutes ces informations pour que toi, tu restes concentré sur les missions. Et Ah, c'est, donc, du coup, de chaque côté, c'est hyper dur. Si tu as quelqu'un qui, tous les 5 minutes, va essayer de te joindre parce que je sais pas, elle a crevé, les pneus a changé, il y a ceci, il y a cela, et puis tu de te joindre, en fait, ça va te perturber et tu seras plus focus sur la mission. Donc c'est pour ça qu'il y a un gros rôle aussi sur la partie famille. Ok. Tac. Alors, quel est l'état du... Celle-là, je pense, c'est une des questions qui intéresse vraiment tout le monde. Hein. Donc tout le monde a vu le reportage SK35. À chaque fois, quand j'en parle, je dis, ben voilà, entre toi et Sprite, qui sont sur le toit avec les images de drone, on vous voit tirer à travers, tu m'avais expliqué, à travers cette petite trappe là pour tuer le Taleb. Euh, Quel est l'état du groupe, l'ambiance quand un camarade tombe bas? Donc là, pour moi, la réponse, elle est simple en fait. Mais justement, à travers cette question, moi, ce que je vois, c'est l'état du groupe, mais surtout comme toi, en tant que chef de groupe, puisque comme tu le sais, Strong est tombé. Comment est-ce que tu as fait pour gérer et continuer à justement à préserver toute ton équipe et continuer à réfléchir, etc., etc. alors, pour le coup, c'est vrai que j'ai une idée sur la question et je pourrais y répondre et j'aurais aimé ne pas savoir y répondre. Hein, parce que rien ne vaut la perte d'un camarade, d'un ami, de tout ce qui était Strong d'ailleurs, plus Ouais. qu'un simple opérateur. Et ben, bon, du coup, je vais pouvoir y répondre. Je sais que sur l'appel, j'ai vu Coco. Coco, c'est celle qui témoigne dans le film, hein, qui est d'ici d'ailleurs, avec sa cagoule. Elle avait une belle cagoule, elle, et qui est Toi, tu d'ici. avais la cagoule du Piaf dans l'enquête corse. La cagoule, c'était pas top, top. Moi, j'avoue, alors pour ceux qui regardent, qui ont vu le reportage, j'y suis pour rien pour la cagoule. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais ici, hein, ils m'ont appelé, je suis arrivé à Paris. Stéphane Rijobab, ça était là. Tiens, c'est là, t'as pas une cagoule? Je fais, ah, écoute, Stéphane, moi c'est fini, hein. Moi maintenant je suis à Nouméa. Moi j'ai plus tout ça, j'ai tout rendu, j'ai plus rien. Moi. J'ai dit, mais toi tu dois l'avoir, depuis le temps que tu nous suis et tout. Il me sort cette pauvre cagoule de Tchétchène. Elle était bien épaisse, j'étais pas à l'aise du tout, je peux vous assurer. Donc bon, et dans le film, ça donne pas mal quoi, avec les yeux Ouais, comme ça. on en parle souvent avec Scoob, sur cette cagoule-là. Ouh, Bon, ouais. bref. Ben, bref, là c'est l'histoire de la cagoule. Maintenant on en vient au vif du sujet. C'est vrai que j'aurais voulu ne pas pouvoir savoir répondre à ces questions, mais bon, voilà. Et le premier sentiment, en tout cas, là on parle d'un cas bien précis de HK35, hein, ça a été vraiment de la frustration de ne pas pouvoir éviter, de ne pas avoir pu éviter ça, forcément. On perd quelqu'un, c'est très fort. Euh, et après, il faut rester concentré. Après, comme je me dis, ce qui vient après, c'est pourquoi pas moi. On le voit. En fait, ce qu'on voit dans les films, il y a des choses qui sont vraies. Parce que là, c'était pas un film, malheureusement. À la fin, c'était vraiment ça. Et on se dit, mais pourquoi pas moi, quoi? Et on se dit ça, pourquoi c'est lui et pas moi? Et certains se sont dit ça. Et après, bon, on se dit ça pas, faut pas se dire trop longtemps, ça. Hein. Et après, on se refait le film, comme je dis dans le H435. C'est vrai que
on se ressasse hein, tout le temps qu'on a fait pour rentrer. Alors, la fin, je tairai la fin est presque vraie. On est rentré à pied, mais la raison, je ne dirais pas pourquoi. Mais voilà, on est rentré à pied et un calme, comme disait Sprite dans le mat aussi, que vous avez eu aussi en témoignage. Ouais, avec qui on a fait aussi un live, Ouais. hein, avec Live, Mathieu. là, voilà, on se refait le film et tous on se dit, voilà, est-ce qu'on a fait des erreurs? Et moi, en tant que chef de groupe, je me pose la question, est-ce qu'on a fait une erreur? Voilà. Important par la suite, parce que quand tu n'as pas fait d'erreur, ben, tu te répares mieux, vraiment. Et là, donc on s'est refait le film. Et comme je dis, nous, on a eu une action offensive. Donc on sait pourquoi on est allé et on connaît les risques. Je pense à ceux qui se sont fait sauter dans les VAB, force spéciale ou pas d'ailleurs, hein, toute force conventionnelle, et qui n'ont pas pu riposter, qui n'ont rien vu. Ça, c'est dur pour la reconstruction. Et je pense vraiment à eux parce que c'est dur. Tous ceux qui ont été blessés, qu'on n'en parle pas plus que ça. Donc il y a des organismes qui en parlent, c'est sûr. Mais ça, c'est très dur pour la reconstruction. Nous, c'est différent parce que c'était notre offensive, on savait ce qu'on devait faire, on connaissait les risques. Et franchement, on a eu un seul mort et ça aurait pu être bien pire. C'est la première fois de ma vie que je m'étais dit sur ce toit que je ne reviendrai pas, vraiment. Et alors que je ne suis pas comme ça, on n'est pas comme ça, quoi. Et là, vraiment, Ouais, bien sûr. je me dis, on ne reviendra pas, et ça, c'est pas, on ne sait pas comment on va réagir. Hein. Et là, je m'étais dit à cette époque-là, sur le toit, ben, ok, on ne reviendra pas, mais on va mourir en héros. Et jusqu'au dernier, ils vont vraiment galérer avant de nous avoir. C'est ça que je m'étais dit. Voilà. Mais on ne sait pas vraiment comment on va réagir. Et donc ce sentiment-là, et là, après arrive, pour cette opération, est arrivé ce sentiment de, de vengeance. Je l'ai senti auprès de mes hommes. Où on est reparti une semaine après. Et, ils m'ont demandé est-ce que cela, les gradés, est-ce que vous êtes prêts à repartir? J'ai demandé à mes hommes, on dit oui, oui. Et la première opération qu'on a faite, heureusement, il n'y avait rien parce que j'ai vu les mecs rentrer, ils avaient ce sentiment de vengeance. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon, et heureusement qu'il y avait rien en face. Et ça, c'est un sentiment qui est humain, hein, forcément. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'opération, mais voilà, quand on voit un de nos camarades au sol et on sait ce qu'on a fait avant, et on a mis de côté des femmes et des enfants, parce qu'on aurait pu tout balancer hein, à la ricaine. Et puis, ok, c'est safe, il n'y a pas de grenade, on rentre, puis c'est bon, quoi. Non, on a vraiment fait des chirurgicales, quoi. Et si c'est à refaire, on refera la même chose. Voilà. Et on m'a reproché, c'est ça, hein. On m'a reproché, mais pourquoi tu as fait ça? Il fallait envoyer les, euh, les avions, tout canardé, puis après tu rentres. Je fais, ben, si on est CTLO, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça qu'on est CTLO. D'accord? Donc, non, on n'est pas des groupes destruction. Donc, on sait qu'il y a des familles Ouais. dedans et des enfants. Donc, on a sauvé des familles et des enfants. Et ça, c'est important. D'accord? Et une des personnes qui a pas arrêté de nous dire que les personnes ben, finalement a menti alors qu'on a sauvé sa femme et ses femmes et ses gosses quoi. Donc ça, ce sentiment-là, il est dur parce qu'on a notre homme qui est au sol, on a l'autre qui a fait que mentir, qui est en train de pleurer tellement de peur et il faut faire les bons choix. Donc on a fait les bons choix, on a resté concentré, on a eu des équipes de fous, de malades, hein, à la fosse qui étaient avec nous, qui ne sont pas fort spéciales, ont eu des réactions incroyables, venues vraiment du fond du cœur, ils ont été vraiment héroïques. Et c'est sûr que voilà, le sentiment, ça a été ça. Un, frustré de ne pas avoir pu faire autrement, enfin de pas être rentré complet déjà. Deux, ce sentiment de pourquoi lui et pas moi. Trois, vraiment ce sentiment de vengeance. Alors moi, j'ai jamais eu, hein, mais je parle par rapport à mes hommes. Moi, j'étais trop concentré à rester concentré en fait. Et Ouais. ça, c'est humain, d'accord? Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu, enfin, en tout cas pour nous, c'est qu'il y a eu on s'est encore, on était encore plus fort. Voilà, on a vraiment été plus fort de voir notre monde. On s'est dit, voilà, on est là, voilà, il nous reste 2 mois, parce qu'il faut savoir, ils disent pas dans le film, et que on nous a proposé de rentrer une semaine après. On avait dit, écoute, Sly, ton groupe, ça fait 2 mois là, vous n'avez pas arrêté, franchement, vous méritez de rentrer. Et moi, j'avoue, j'ai dit, OK, mes hommes, c'était le 18 décembre, hein, donc le 19, Ouais. ils méritent de passer Noël et jour de l'an chez eux, effectivement. Et, et effectivement, j'ai dit, moi, je rentrerai pas. Alors, je rentrerai pas, mais par contre, mes hommes, ils méritent. Donc, je les ai réunis, tout ça. Je les ai réunis et je leur ai dit, voilà, les gars, on nous propose de rentrer et vous méritez tous de rentrer. Il est temps que
que vous rentrez, que passez Noël, les jours de l'an avec vos familles. Ils m'ont tous demandé, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Je fais, mais vous occupez pas de moi, moi je rentrerai pas, mais vous, vous devez rentrer. Et ils m'ont tous dit, on rentrera pas, on restera avec toi. Et j'ai du mal à en parler sans avoir les larmes aux yeux, encore aujourd'hui, c'était en Non, mais ce qui est c'est normal. Ouais, mec. 2010, c'est des choses qui sont indescriptibles en fait. Et, euh, et qui auraient été visent beaucoup sur le reste, vraiment. Et donc, du coup, on est resté, et comme on peut voir dans le film, le 25 décembre, on était les seuls groupes dehors, le 31 décembre, on était les seuls groupes dehors. Vous savez, on a eu encore des coups de feu, mais c'était beaucoup moins intense. Donc voilà, donc je veux Ouais. dire, ça nous a beaucoup renforcés. Et paradoxalement, mon meilleur jour de l'an de toute ma vie, ça a été celui-là. Parce qu'on était le 31 décembre, on est rentré de notre opération, le 31 décembre. Tout le monde nous attendait. Et on a passé toute unité confondue, hein. Il y avait le premier, il y avait l'armée de l'air, c'était génial. Et on a tous été ce sentiment vraiment de frères d'armes qui prenait vraiment tout son sens, comme disait Guy dans le film. Et ça, c'est top, ça nous a vraiment renforcé, ça nous donnait la force de continuer après, de continuer le combat, de continuer en restant concentré. Ouais. Voilà. Non, mais Et en tout après cas, tout, c'est. comme je dis, après tout, alors ce que je veux dire, c'est très égoïste, hein, mais on s'est dit, mais quelle plus belle mort pour nous à cette époque-là que de mourir au combat. Mais c'est très égoïste. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Bien sûr, j'aurais préféré que Strong soit vivant. Bien sûr que si tu as à refaire, je ne le referais pas. S'il fallait, si on me dit, écoute, tu as l'occasion de le refaire, mais tu n'as pas de mort, de pas le refaire, mais tu n'auras pas de mort, je ne le refais pas. Je m'en fous de la gloire. Enfin, la gloire, c'est même pas, c'est pour moi, c'est pas une gloire, hein. Mais ça a inspiré beaucoup de gens. euh, Et si c'est à refaire et qu'on me dit, t'as pas de mort, enfin, si c'était pas à refaire et me dire, t'as pas de mort, je ne referai pas. Vraiment. Tu sais, c'est exactement ce dont on parlait quand je t'expliquais. Souvent avec les jeunes, quand on discute sur différentes choses, je dis bah moi j'ai pas fait la guerre donc les entraînements, on a fait plein d'entraînements, tu connais hein, tous ces trucs-là. Et je leur dis bien aux jeunes, je dis attention, je veux dire, quand vous rentrez dans n'importe quelle force spéciale ou unité d'élite, le but c'est pas, tu ne rentres pas pour faire la guerre, tu rentres pour être prêt à faire la guerre. Et je leur dis tout le temps, je dis les gens qui à un moment, bah forcément ont fait la guerre, on en a perdu. Un premier, c'était Loïc, mon binôme à Jobert, et Loïc Lepage, tout ça, ils sont plus là Mm, aujourd'hui. mm, Et comme tu le dis, il faut pas oublier, c'est pas un jeu. Les gens partent, reviennent pas. Quand on dit que tu pars en Afghanistan ou tu pars dans différentes missions, tu as une chance sur deux de revenir. Et ça, c'est le discours que j'essaie vraiment, et on essaye à travers l'équipe hein, de leur dire oui, c'est super, vous allez là-bas pour briller, dire ceci, cela. Mais quand vous partez actuellement, que ce soit au Mali, etc., bah, vous avez peut-être une chance sur 4 ou sur 5 de revenir parce que vous allez vraiment faire la guerre. Et du coup, la guerre, c'est pas un jeu. Et une fois que c'est terminé, comme tu dis. Et Boubou l'a dit aussi dans un truc, et on le dit tout le temps, hein, des héros, il y en a plein les cimetières. mm. Donc Et voilà, c'est c'est pas quelque chose que- de. c'est vrai qu'à choisir, ben, effectivement, tu me dis à choisir, ben, je préfère mourir au combat, c'est sûr. Aujourd'hui, j'ai décidé de, de mourir banalement, de façon banale. Sois malade, on a plus de malchance de mourir. Tu traverses la route et tu te fais renverser par un soulard. Euh, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a plus de morts de tous les jours qu'au combat, on est bien d'accord, hein. Euh, Ouais. mais voilà, moi, je ne me suis jamais engagé pour faire la guerre, en fait. Je me suis toujours engagé pour protéger finalement. Alors déjà, j'ai vu de la lumière, rappelez-vous. Et puis quand j'étais dedans, ce qui m'a mis, c'est protéger les gens. Quand il y avait des bagarres en rugby, j'étais toujours là pour séparer les gens. Voilà, ce qui m'a animé, c'est que voilà, je m'entraînais pour sauver les gens, pour protéger les gens. Bon, il s'avère qu'il s'est passé d'autres choses aussi, mais c'est important d'avoir ça. C'est comme le sport de combat. Tu fais du sport de combat, généralement, c'est pas pour te battre, c'est pas pour défoncer un mec, c'est pour t'apprendre à te contrôler, à Ah, te mais défendre. deux. Ça, c'est une question d'état d'esprit, hein. Après, moi, je parle pour moi, je parle pas pour tous les comptes marines, je parle pas pour tous ceux qui sont dans cette situation-là. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, dans tous les cas. Et c'est comme ça que j'ai essayé, en tant que chef de groupe, de véhiculer ce message-là. Et ça, c'est vrai que j'ai eu la chance, durant ces 3 ans, j'ai fait 4 ans chef de groupe, enfin, 1 an d'adjoint et 3 ans de chef, d'avoir des hommes en or, quoi. Mais j'ai vraiment eu des hommes en or. J'ai jamais eu d'animosité, j'ai toujours des personnes qui sont tous câblées, dans le sens où ils ont tous une vie de famille et tout, et qui sont prêts. En fait, c'est des gars qui étaient prêts à aller gérer un bout de pain chez le commis, et le lendemain, ils étaient prêts à aller rentrer du bar avec un aliment, quoi. Donc, avec une humilité énorme, et c'est ça qui fait la force d'un groupe. Et j'ai vraiment eu des hommes d'exception, quoi. Et ça, c'est une chance aussi, hein, parce que je suis bien tombé finalement. Voilà, c'est ça qui a fait qu'on a tous grandi, qui fait qu'aujourd'hui, on se suit tous, hein. On a toujours un groupe WhatsApp HK35, on a un groupe aussi à GSM, l'association. C'est ça le plus important, c'est l'après.
Et quand je vois ce que sont devenus ces gens-là, certains sont encore en activité, bah, je suis tellement fier d'eux, quoi. Vraiment, quand je vois Matt, Ouais, il a fait, Sprite, d'autres, vraiment, je suis vraiment très fier d'eux, quoi. c'est clair. Bon, c'était cool en fait. Et je te remercie d'avoir répondu justement à cette question. Donc après, tu l'as choisi et voilà. J'ai vu qu'il y a Scoob, il y a Scoob qui est là, qui regarde. J'ai vu, il a fait un petit truc. Ouais, il est dessus, Scoob. Et là, il est discret. Mais en fait, je pense que c'est pour l'ambiance. Tu sais, l'armée de l'air, c'est ceux qui mettent un petit peu l'ambiance. Tu vois, il y a pas... Il est ouvert. C'est ça, c'est l'armée de l'air. Euh, En fait, les qualités d'un bon chef, tu t'as un petit peu répondu déjà parce que sur les qualités, hein, on a fait un tour là-dessus. On va passer à la dernière question, comme ça après on va laisser un petit peu de temps sur Ouais. le reste. Alors, je vais juste Euh, rajouter pour les cadets dans mon chef, personnellement, donc, je vais le résumer, hein, c'est d'être leader par l'exemple. Ça, c'est important parce que c'est important dans l'armée, c'est important aussi, je pense, dans le monde civil, Merci. d'être Ouais, leader par l'exemple. Ça. Et après, moi, personnellement, ça a été aussi de donner alors c'est con, hein, le meilleur matériel à mes hommes. C'est vrai qu'à un moment donné, à une époque, tu n'avais pas tout on a du bon matos, mais là, tu vas rigoler parce que je sais, et on se connaît bien. Et nos chefs à l'époque, ils avaient tous le nouveau Ulster, le nouveau machin, il n'y avait que trois qui arrivaient, c'est eux qui avaient le meilleur. À part que c'est toi qui étais au turbin, c'est toi qui es devant. Moi, quand je suis passé chef, forcément, c'est mes hommes qui étaient devant, c'était plus moi. D'accord? J'ai eu mon temps maintenant. Donc, dès qu'on avait du matos de qualité qui arrivait et qu'il n'y avait pas encore le compte, c'était mes hommes qui étaient équipés le mieux que moi. C'est évident. Et aujourd'hui, je fais la même chose dans le monde civil. Là, là où je travaille, là, il y a des super téléphones qui viennent d'arriver et tout. Je n'ai pas besoin, moi, je suis derrière. Donc, c'est ceux qui sont sur le terrain qui vont l'avoir. Donc, ça, c'est être un bon. Pour moi, en tout cas, c'est les qualités d'un bon chef. C'est voilà, c'est donner le meilleur matériel à ses hommes, c'est important. Et être à ouais, l'écoute et communiquer le plus possible, ça, c'est hyper important. On est dans un monde brut, hein. Mais comme le rugby, c'est un sport de brut fait par des gentlemen. Mais là, c'est pareil. D'accord? Donc, il faut savoir être à l'écoute. Et ça, c'est pas évident. D'être à l'écoute, d'être disponible, s'intéresser aussi à la vie extra-militaire. Ça, c'est important. Et faire et, et, euh, et proposer, organiser des sorties de cohésion. Alors, entre nous, c'est simple quand on est en mission, parce qu'on est souvent entre nous, on est plus entre nous qu'avec nos familles. Mais quand on rentre, c'est c'est bien clair. de faire cohésion avec les familles. Parce que si on en est là où on en est, c'est grâce à nos familles aussi. C'est le support de nos familles, c'est tout ça qui fait qu'on a eu la Bien réussite sûr. et qu'on tient aussi mentalement. Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir encore des enfants, d'avoir ma femme qui est là. C'est énorme la chance que j'ai. Chaque jour que je me lève, je me dis, j'ai de la chance. Et j'essaie de faire en sorte d'en profiter un maximum, vraiment, encore plus. Et ça, ce sont les qualités, je pense, d'un bon chef. Et bien sûr, de rester humble et respectueux envers tout le monde, aussi bien au-dessus qu'en bas. Ça, c'est important. Voilà, j'ai résumé. Exactement. Et dedans, moi, je rajouterais l'authenticité. C'est bien que j'aime bien ce mot-là. En plus de l'humilité qu'on a, je pense que c'est cette partie authentique. C'est-à-dire que rester comme tu es. Quand tu sais pas, bah, tu faut pas avoir honte. Et je leur dis, il faut pas avoir honte de dire, bah, je sais pas, tu peux le montrer. Parce que tu as des mecs qui peuvent être plus compétents dans un domaine. Et donc voilà, l'authenticité, elle est importante. Ensuite, donc, dernière question qui a été Ouais. relevée. Comment est-ce que tu gères le retour en France euh, après justement des situations extrêmes auprès de ta famille quand tu es revenu sur des missions un peu, voilà, un peu difficiles, etc. Comment est-ce que tu gères ça? Parce que tu sais très bien, quand on rentre, tu as vu, il y a quand même un décalage. Quand on en dit, c'est totalement différent. On parle d'un milieu qui est, on ne sait même pas comment c'est possible. On n'a pas de l'eau potable, on n'a pas ceci, on a juste plein de choses. Et bing, on revient à la civilisation. Avec la famille qui te demande plein de choses. Tu vois, je reprends toujours ce petit exemple il y avait une série, et j'aime bien parce que ça retranscrit exactement ça. Il y avait une série qui s'appelait, je crois que c'est Seal, où les mecs vont faire un truc, ils font une mission, bam, etc., une grosse mission. Et le mec, il revient le lendemain, et puis quand il arrive le lendemain, sa femme lui demande d'aller chercher ses enfants à l'école et d'aller faire les courses. Et tu le revois avec ses deux sacs, et il lui dit, mais le gamin, oh putain, j'ai oublié le gamin. Et en fait, tu sens que il est complètement déphasé, alors qu'à côté de ça, c'est un guerrier dans son monde. Et quand il revient, bah, il sait plus, il a Mm. du mal il a du mal à se remettre. Et on a tous un petit peu vécu cette phase où quand tu arrives, il y a des choses que tu comprends pas. Et justement, comment est-ce que toi, tu faisais pour gérer tout ça? C'est clair. Donc là, on parle de situation extrême, hein. Donc, Ouais, euh, c'est vrai que la marine a été précurseur dans ce domaine-là, en tout ce qui est accompagnement psychologique. Et ça, c'est une bonne chose. Je pense à notre ami Jacques, un de ouais, nos c'est collègues un bel article. et que je trouve, qui a fait un super article d'ailleurs, hein, c'est Ouais, clair. Jacques Brélivet, ouais, il a fait un très très bel article que les gens Et peuvent trouver sur Internet. un homme en or.
Et donc la marine déjà a été vraiment un précurseur là-dedans, dans l'accompagnement psychologique. Et ça, c'est une bonne chose. Euh, et c'est vrai que le retour en France, c'est compliqué par rapport à certaines missions qu'on vit. Alors, ils ont mis aussi des sas de décompression. Moi, perso, quand tu retournes en métropole, le sas de décompression, moi, la seule chose que j'ai envie, c'est de revenir. Pour moi, un sas de décompression, ça peut être bien, hein, mais moi, j'ai envie de retrouver ma famille, de rentrer chez moi, quoi, perso. Et quand tu rentres chez toi, c'est vrai que il faut être solide. Et quelque part, ce que je veux dire, ça va peut-être pas choquer, mais étonner certaines personnes, c'est plus dur parfois le retour chez toi que la mission en elle-même. Pourquoi? Parce que tu risques de te faire engueuler par ta femme parce que tes chaussettes traînent, tu vois, et te faire bien engueuler parce que tu as laissé tes chaussettes traîner. Alors que 2 jours avant, tu étais dans une baraque en train de neutraliser un taliban, par exemple, hein. Je prends l'extrême encore une fois. Voilà quoi. Donc, la personne avec qui tu es, ta femme, ça peut être ton homme, hein, si c'est la femme qui est militaire. T'assommé de oui, mais toi, t'étais pas là, tu sais pas par rapport aux enfants. Donc, il y a tout ça qu'il faut que tu prennes, tu vois, tu emmagasines. Et là, c'est là où il faut poser la disquette, tu vois, et te dire, ok, je suis papa, père de famille. En fait, c'est pas qu'ils n'ont rien à faire ce que tu as vécu. Mais là, tu es là maintenant. Aujourd'hui, tu es ici. Voilà. Il y a plus de situations extrêmes. La seule situation extrême, c'est peut-être la machine à laver qui est en panne et que tu dois réparer alors que tu n'es pas réparateur. Ça, c'est pareil. Et que ta femme ne comprend pas. Comment ça fait que tu ne sais pas réparer une machine à laver? Enfin, voilà. Et ça, c'est dur. Et c'est vrai que moi, personnellement, comment je gère ça, comment j'ai géré ça, ça a été le bricolage, m'a beaucoup aidé. Alors, j'ai une anecdote par rapport à ça avec Jacques Bridivet, hein. Les bricolages, la promesse de partir en famille, ça c'est pareil. Donc, chaque fois, je disais, écoutez, dès que je rentre, on va quelque part. On part, voilà, on est parti en Crète, etc. Donc, on bouge en famille, ça c'est important, de prendre du temps avec la famille. Ça, c'était la première chose. Et la nécessité de replonger rapidement dans la vie civile, c'est-à-dire, mais délicatement aussi, pas arriver avec ses grands sabots. C'est-à-dire, ben, forcément, quand tu n'es pas là, ton épouse ou ton mari, chaque fois, je vais dire la même chose, a fait des connaissances avec les clubs sportifs dont les enfants sont, ou alors avec à l'école avec les parents de la copine, etc. Donc, du coup, quand tu rentres, ben, on profite que tu sois rentré pour faire un repas. Tu ne dis pas, ah non, moi je vais être tranquille, je ne veux recevoir personne. C'est ce qu'on a tendance à penser des fois. Tu vois, donc, du coup, ben, il faut accepter de replonger là-dedans et de te resocialiser en fait avec ce monde-là où tu vas passer un repas alors que tu as envie d'être peinard devant la télé ou autre chose. Tu vas passer un repas avec les nouveaux amis que s'est fait ton épouse parce que c'est les parents de ta fille, de tes filles, par exemple. Ça, c'est important. Ouais. Ça aide. C'est un effort à faire. Alors, l'anecdote de Jacques Brélivet, c'est marrant parce que je parle pour HK35 notamment, parce qu'il est venu nous voir là-bas et il nous a fait énormément de bien. Il nous a revus après. On a vu d'autres psys qui étaient perchés et qui nous ont pas du tout aidés. Et mes mecs m'ont dit, écoute, Sly, on veut plus le voir celui-là. Je fais, ok, c'est bon, je gère, ne vous inquiétez pas, je gère. Et puis Jacques est arrivé là, c'était top aussi. J'ai une anecdote avec Jacques. Est-ce que vous la voulez, l'anecdote avec Jacques? Tu l'as vu ou quoi? Bien sûr, bien sûr, bien Là, sûr. là, vous allez rigoler. Jacques arrive, donc on était en Afghan, et Jacques arrive. On apprend que Jacques arrive. Et Jacques nous connaît bien, parce que Jacques, quand on faisait test TLO, on allait le voir lui pour le côté psy, pour voir est-ce qu'on peut le prendre, qu'est-ce que tu en penses, tout ça. Super. Donc il est venu, il est arrivé là-haut. Il est venu en Afghan, c'était juste avant Noël. Donc, le fait de le voir arriver, ça nous a fait beaucoup de bien. Et lui, il n'est pas arrivé comme ça. Alors, parlez-moi. Non. Lui, il est arrivé, il s'est mis dans l'ambiance. Voilà, on n'a pas eu tout et de rien. Et puis le soir, on a pris l'apéro un peu musclé. Voilà, on a passé du bon temps. Et lui, il était un peu fatigué. Et à un moment donné, il y a une alerte dans le camp parce qu'il y a des talibans qui essaient de rentrer dans le camp. Et là, ça sonne dans tous les sens et tout. Et là, panique à bord. Nous, cool. Jacques, ah, qu'est-ce qui se passe? T'inquiète pas, Jacques. Tiens, mets le pare-balles. On l'a mis dans les U-Haul. Là, je peux dire qu'il était un peu fatigué. Et dessus, il s'est réveillé en 5 minutes. T'inquiète pas, tu bouges pas, Jacques, on revient. Donc, il était dans l'ambiance, quoi. On est une heure après, et bon, tout était géré. Et là, J'ai pas bougé. bon, je vais me coucher. T'es sûr, Jacques? Attends, on boit un petit coup encore. Non, non, c'est bon, je vais me coucher. À demain, les gars. Donc, c'était super. Et donc, suite à ça, c'est vrai que quand on est rentré d'HK, enfin d'HK de Géol, pardon, euh, Jacques nous avait dit, écoutez, quand vous rentrez, reposez-vous. Reposez-vous, prenez des vacances. Voilà, vraiment, voilà, on se revoit après. Ok, Jacques. Surtout, faites pas de bricolage, rien de tout ça. Voilà. Moi, je suis rentré et j'ai refait toute la maison. Oui, J'ai c'est vrai. passé les heures Ouais, à c'est toute vrai. Ouais, la je me maison. rappelle, ouais. Ah ouais. Ah bon. Mais moi, ça me faisait du bien. Tu vois, j'ai refait toute la maison, j'ai cassé les murs, un truc que je ne savais pas faire. Enfin, bref.
Mais du coup, ça m'a En fait, chacun. ressuscité parce que j'ai un pote qui était civil, qui est électricien, qui m'a aidé à faire la maison. Donc, je pensais à autre chose. Donc, c'est ça qui m'a aidé finalement, vraiment. Et voilà, moi, c'est comme ça que je gérais le retour. Bricolage, j'ai passé du temps à la famille et replongé assez rapidement avec l'entourage de la famille. Ok. Cool, cool, cool. Alors, ça fait 1 heure. Pas mal. Ouais, ça fait 1 heure, tu vois, on a tenu le timing. C'était très, Nice. très intéressant. Est-ce que tu as pu noter quelques questions? Je t'avoue que j'ai pas tout vu passer, mec. Alors, J'ai vu passer des questions. il y en a beaucoup qui sont. Bah, Il y en a qui étaient vraiment intéressantes, hein, mais c'est dommage pour qu'on ne puisse pas y répondre. si, tu peux. Allez, on peut se prendre 10 minutes de réponse sur les questions Bon, que tu as vu passer, si on a certaines. même moi, hein. Ah, je vois, attends. On se Alors, prend, parce qu'en fait, toi, il est 6 heures, là, il est 7 heures du mat. moi, c'est bon, hein. Moi, il est 8 heures. Ouais, voilà. Donc, il est 8 heures, ouais. Donc, non, non, Et y toi, a, y a, y a pas de. t'es couché à cette heure-ci, non? Ah, moi, là, je suis en train de. Tu vois pas que j'ai les yeux qui se ferment tout seuls, tu sais. Euh, Écoute, ouais, si tu vois des questions, je vois pas trop. Honnêtement, il y a eu pas mal de trucs qui sont passés et je ne les vois pas toutes passer. euh, En tout cas, bon, voilà, j'espère que Jérôme, peut-être de la QS. Jérôme, ouais. Coupe, bien sûr, ça, je rentre pas dans les détails dans l'émission HK35 parce que vous l'avez pu voir. Je sais pas, le but, c'est pas Ouais, et qu'on. puis par contre, ceux qui veulent le voir, hein, vous pouvez regarder la mission, elle est toujours disponible. Et il y a toujours ces moments forts quand tu es sur le toit avec Sprite où là tu te dis, c'est un peu comme dans Pulp Fiction en fait. Tu te dis, bah, c'est quand tu dis justement que des fois il y a une sorte d'alignement et quand c'est pas ton heure, c'est pas ton heure. À côté de ça, il y en a deux qui vont, bah là c'était pas votre heure en fait. Et c'est impressionnant le nombre de temps que vous avez passé sur le toit sans avoir un seul truc, quoi. Je n'arrive pas à défiler les questions. Bah, tu sais J'arrive quoi, regarde ce qu'on va faire. Là, si vous voulez, ce qu'on fait, normalement, on avait voilà, 1 heure. Est-ce que on vous laisse poser les questions et on va se faire un petit peu de questions-réponses avec Sly et comme ça, il va y répondre et moi, je vais pouvoir répondre. Alors là, par exemple, il y a une question qui est marquée la BSPP est-elle au niveau FS? Alors, ça n'a rien à voir. La BSPP, c'est les Alors, sapeurs-pompiers, rien à voir c'est en fait. les. En fait, Bah, c'était que pensez-vous des autres unités Je vais dire franchement ce que je enfin, pense. Ce que je pense de tout ça. Je pense que les gens, quelle que soit l'unité, force spéciale, force conventionnelle, on s'en fout en fait. C'est des gens qui ont exactement. été engagés pour protéger les gens, pour peut-être pas faire la guerre, mais protéger les gens. Donc, respect. Donc, respect, quelle que soit l'unité, GIGN, RAID, tout ce que vous voulez. Moi, c'est ma façon de penser. Les gens se sont engagés pour protéger d'autres personnes et je dis respect. Voilà. Donc, quelle que soit l'unité, quelle que soit, moi, je dis, voilà, à partir du moment où on est sur le terrain, on est tous pareils. À partir du moment où on est face à des situations compliquées, on est tous pareils. Donc, voilà. Donc, quelle que soit l'unité, on s'engage. Alors, il faut bien comprendre une chose. On s'engage dans l'armée, certes. Après, il y a des niveaux dans l'armée, certes. Le CTLO, par exemple, par rapport à l'armée, au commando marine ou alors même l'armée conventionnelle, c'est contre-libération, contre-terrorisme et libération d'otages. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, dans nos procédures, on met en vie notre vie, elle est secondaire. Et ça, dans la tête, c'est pas évident. Surtout quand on a des enfants, on a la famille. Et quand on se dit dans nos procédures, c'est ça qu'on va faire. C'est-à-dire que tu mets ta vie est secondaire. La vie de l'otage, elle est prioritaire. Pour l'histoire de HK35, oui, on aurait pu tout canarder, puis après on rentre, on voit le résultat. Comme ça c'est fait, hein, dans d'autres opérations, mais c'était pas, mais ce sera jamais avec moi ça. Sinon, je suis pas CTLO. D'accord. Donc, c'est comme ça. Et ça, ça va ça dans la tête. Il y a des groupes spécialisés, RAID, GIGN, peu importe, il y a des petites guerres entre eux, c'est comme ça. Mais c'est des gens qui sont prêts à mettre leur vie en jeu, elle est secondaire, parce que la priorité, c'est l'otage. Donc, rien que ça, c'est respect. BSPB, c'est pareil. C'est des gens qui vont sauver d'autres personnes. On s'en fout du niveau. Ce qu'on regarde, c'est le mental. Et le mental, c'est quoi? Ils sont prêts, ces gens-là, à se mettre en danger pour sauver d'autres personnes. Et rien que ça, c'est respect. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, je vois beaucoup de questions, mais en fait, c'est les mêmes questions qui reviennent. Tu sais, les qualités, on a déjà répondu pendant le live, hein. Donc là, ce que je vous propose, c'est on va terminer le live. Le live, de toute façon, comme d'habitude, après, on va en faire un lien YouTube. Il sera redisponible, donc les gens vont pouvoir le regarder. Et je pense qu'on a fait le tour un petit peu de toutes les questions hyper intéressantes. Si jamais il y a d'autres choses par la suite qui nécessitent peut-être un autre live, je sais pas, peut-être sur autre chose, peut-être sur vraiment plus ta vie d'après, ce que tu fais maintenant dans ton business, comment une reconversion, voilà, on verra tout ça. Et puis voilà quoi. Je Moi, voulais ce faire que
Je voulais quand Vas-y, même, pardon. je voulais finir, Ted, avec l'importance qu'on a discuté, parce que le but, c'est quand même de votre communauté. Il y a beaucoup de gens qui Bien sont sûr. intéressés pour intégrer le thème. La communauté, c'est Force Spéciale Coaching, on est bien d'accord. On dit du coaching. Et c'est là où vous avez tout votre intérêt. Pourquoi? Parce que toi, tu sais de quoi tu parles, t'entourer de personnes qui savent de quoi ils parlent, et surtout, vous allez mettre en place des choses qu'on n'a plus le temps de mettre en place maintenant. Comme je vous disais dans mon cursus, dans C'est vrai. TED, avant, c'est vrai que ben, tu avais Kerqueville, tu avais les 4 mois de fusillé, et tu avais le temps d'appréhender tout ça. Et moi, je suis parti de zéro, vraiment, et j'ai monté grâce à cette période de 6 mois, finalement, où mentalement, j'ai appris à mieux intégrer. Aujourd'hui, on n'a plus ce laps de temps. D'où l'intérêt de ce que vous faites. Ça, c'est important. C'est pas que je te fais de la pub, hein, c'est que c'est pour ça que j'accepte aussi de témoigner ici dans Force Spéciale Coaching, parce que le travail que vous faites derrière, il est énorme. Et c'est important. Alors après, c'est à chacun de voir. Soit je m'entraîne tout seul, ok, pas de souci. Hein. Soit j'ai besoin d'aide. Et c'est là d'où l'intérêt de votre groupe Force Spéciale Coaching, de toute la communauté. Et vous allez mettre en place des choses qui vont aider les gens, effectivement, atteindre ces groupes. Ça, c'est hyper important. Ça, faut le dire quand Bah, même. C'est le but, hein, pour. c'est vrai que on n'en a pas parlé, mais oui, j'ai complètement zappé. C'est vrai que maintenant, en fait, dans le cursus que la plupart des gens, notamment chez Commanderine, vont faire, c'est que le laps de temps, comme tu le dis, avant quelqu'un de notre génération pouvait arriver avec un niveau moyen et il avait ses 6 mois de préparation où c'était 6 mois où te préparer pour le stage co. Donc tu pouvais y arriver. Maintenant, en fait, la différence, c'est que les nouveaux, quand ils vont arriver, ce laps de temps, comme tu le dis, il a été réduit. Et comme il a été réduit, en fait, maintenant, il faut arriver prêt. C'est-à-dire que sur les 2 mois, si tu arrives tes moyens, tu ne sortiras pas du stage co. Parce que tu vas prendre la foudre en 2 mois, tu vas faire pas mal de choses. Dans la foulée, tu vas faire tes 3 semaines de prestage et là, tu vas exploser et les mecs ne sortiront pas. Et c'est pour ça, justement, qu'on a mis ça un petit peu en place. De dire, comme tu l'as dit, il y a des personnes qui en ont besoin, il y en a d'autres qui n'en ont pas besoin. Mais il y a des personnes qui ont besoin de certaines choses et notamment des clés aussi. Tu vois, quand on parle de force spéciale coaching, et la plupart le connaissent maintenant, c'est qu'il y a on est vraiment à 360 sur en même temps cette partie nutrition, cette partie mentale et cette partie physique. Dans la partie mentale, Isma qui s'occupe de ça avec Julien, Juju qui était au CTLO, travaille là-dessus parce qu'on a même aidé des mecs qui sont en unité, qui avaient certains petits problèmes sur des phases de test. Par exemple, ils n'arrivaient pas quand quelqu'un les observait, ils faisaient de la merde alors que les mecs sont bons, mais dès qu'il y a quelqu'un qui les regarde pour les noter, les mecs n'arrivent pas. Donc ça, Ismaël l'avait fait pour un nageur de combat où il avait travaillé et justement il avait réussi un petit peu à lui donner les bonnes clés pour éviter de trop se focaliser sur ce que pense l'instructeur de lui, mais plus sur ce que lui doit faire. Et c'est comme ça qu'après maintenant il est nageur de combat, il a réussi. Donc voilà, le but c'est vraiment ça, on est dans l'aide, dans le partage, mais comme tu l'as très bien dit, peu importe ce qu'on va faire, après la dernière personne qui va faire comment dire, son propre succès, bah, c'est la personne elle-même en fait. C'est-à-dire qu'on peut l'entraîner comme on veut, on peut lui donner toutes les clés. Bah, après, si quand elle passe les tests, elle n'arrive pas pour X raison, ça on peut pas. Mais en tout cas, on lui donne vraiment toutes les clés pour lui mettre, on va dire, toutes les chances de son côté. C'est pour ça qu'on a un bon retour, on a à peu près 95% de taux de réussite là, sur tous les coachings qui ont été pris, que ce soit au 13, que ce soit au premier, que ce soit sur les commandos, les policiers, etc. Oui, voilà, ça touche beaucoup de monde, pas que les marines, et c'est ça qui est énorme. Mm. Ouais, ça touche tout le monde. Bah, c'est le seul groupe, ouais, c'est le seul groupe qui réunit en plus des mecs qui sont en unité ou qui ont été en unité, qui sont force spéciale ou unité d'élite, et tous coachs sportifs. Il n'y a pas de coach, comment dire, il n'y a pas d'autres personnes. Pourquoi? Parce que je dis tout le temps, c'est pas que le coach sportif n'est pas bon. Il y en a plein qui sont très très bons. Alors, c'est juste que pour moi, en tout cas, tu me connais, hein, dès le départ, il est important d'avoir fait et d'être passé par là pour mieux l'expliquer en fait quand tu coaches. Pour moi, voilà, c'est hyper important. Tu peux pas dire à quelqu'un, voilà, quand tu vas faire ta marche, eh ben, le moral, il faut que tu dois pas, comment dire, tu dois pas avoir une baisse de morale. Tu dois afficher parce que ta. Ceux qui n'ont pas de morale, c'est le moral de poulet. Et puis après, quand tu me dis, non, mais toi, tu me dis ça, mais en fait, tu n'as même pas fait ton service militaire. Donc, Mm. comment tu peux savoir, tu vois, et ça, c'est important. En tout cas, pour nous, c'est notre prix parti, hein, et c'est hyper important. Yes. Donc, voilà. Pour terminer, je pense qu'on a vraiment terminé. Je souhaite vraiment beaucoup de réussite à ceux qui veulent se lancer, quels que soient les groupes, hein, et énorme respect à ceux qui continuent, à ceux qui sont déjà dedans et qui continuent le combat, qui continuent à s'entraîner vraiment très dur, qui continuent à être loin de chez eux. Ça, il faut vraiment pas oublier.
Et nous, on a eu la chance, entre parenthèses, d'avoir HK35, donc un film documentaire. On n'a pas eu les médailles qui allaient avec, ça c'est un autre sujet, mais qui allaient avec ce qu'on a fait, mais on a un film. Et ça, c'est énorme. C'est un film qui retrace réellement ce qui s'est passé, sauf à la fin, mais bon, voilà. Enfin, on est rentré à pied, mais je ne dis pas pourquoi. Mais ce que je veux dire, c'est ça, ça nous aide beaucoup aussi. Et un grand merci à Stéphane Rijebab et toute son équipe qui a permis ça, qui ont fait un gros travail. Pendant un an, ils ont fait un gros travail, parce que j'étais les premiers qui m'ont vu, moi je leur donnais une feuille de route. Ils ont fait un gros travail de récupération de données, tout ça, de films. Et ça nous aide beaucoup. Hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir sur les gens. Alors, positif, c'est mieux. Hein. Et c'est vrai que ce film a un gros impact, en tout cas pour moi et aussi pour les autres, parce qu'il nous aide à la reconstruction. Voilà. Et ça, il y a d'autres qui ont fait des choses énormes et qui vont certainement faire encore des choses énormes, qui n'ont pas eu de film et qui peut-être c'est plus dur. Bien sûr. Donc, Bien sûr. ça, faut y Faut pas penser. les oublier. Et comme tu le dis, c'est vraiment beaucoup. Et nous, on a toujours une pensée hein, pour que ce soit la vallée du Sbin ou que ce soit même d'autres choses qui étaient terribles. Et encore, comme tu le dis, hein, ce que toi tu as fait et ce que d'autres font, actuellement, c'est devenu le quotidien de tous les fesses, peu importe tout confondu, ils le font tous les jours. Et comme tu dis, ils n'ont pas tous un film, mais ils sont encore au combat. Là, je vois Scoop qui marque que tu trichais au poker. Il est en train de balancer. Justement, j'envoie en même temps un message à Scoop. Je pense que Scoop, on va essayer de faire un prochain live avec lui. J'en avais déjà parlé. Je vais le Ça, il défoncer. pourra parler aussi un petit peu. Ouais, tu le défends ça. Ouais. Par contre, tu noteras mes questions directes. Ouais, j'en ai déjà parlé. Je pense qu'on pourra faire parce que c'est aussi intéressant. Hein. En plus, il y a eu aussi un reportage sur lui là, de la mission Blacksmith Hammer là, Oh, une belle voilà, expérience. il pourra nous montrer sa main et tout. Et ouais. Très bon C'est chef de cool. à 10. Bravo. Ouais, très très bien. Il est dans l'esprit. Bon, Fly, Ok. Voilà. nickel. Je te remercie. C'était vraiment cool. Je mets une mention plus pour ta chemise. Moi, c'est le padré. Il est là. Dans le thème. Dans le thème. Cocotier. C'est clair, c'est clair. Est-ce que les gens peuvent te suivre ou si voilà, tu sais, bah, ils ont vu ton Insta, voilà, il y a peut-être des gens qui vont venir te poser des Après, questions voilà, sur tu ton me suis, Insta. si vous voulez, hein. Après, moi, je ne suis pas très actif sur les réseaux. Ce que je fais aujourd'hui n'a plus rien à voir avec tout ça. Enfin, presque plus rien à voir, on va dire. Donc, ouais, si vous voulez, mais je ne suis pas vraiment un exemple. Hein, je veux dire. Bah, en fait, moi, j'ai vu des séances où tu danses Et et je trouve que quand tu fais tes petits mouvements de danse droite gauche, moi, il y a tout à apprendre. ça, Non, c'est un en tout Zumba. cas, change pas. Et moi, ça me fait toujours plaisir. Tu vois, même si maintenant on se voit moins parce que tu es parti à Dash, et on change pas et on reste comme on est en fait. Et c'est ça qui est le plus important, tu vois. Pas se prendre la tête et de rester, comme tu dis, arrêter de se pignoler avec des trucs machin et il faut rester cool. C'est vrai. Ok, bah, je te remercie. Ça C'était marche. très très intéressant. Ça m'a fait plaisir. Dès que donc voilà, il va repasser après sur YouTube et tout, je t'enverrai le lien et puis bah, je te dis à plus tard. Ça marche. Salut. Ça À marche? côté. Allez. Ciao. On se tient au courant. On reste en contact. Ciao, ciao. Salut. Yes, salut bro. Ciao, ciao. Avec tout le Ciao. monde.